centre d'incubation pour stimuler le développement des micro-entreprises par les jeunes et les femmes. C'est la réponse appropriée du chômage selon le gouvernement. Le Premier ministre était dans ce centre ce samedi matin pour s'enquérir du fonctionnement de cette structure. Des écoles sous paillotes, on en dénombre encore beaucoup au Burkina Faso. Une trentaine de classes sous paillotes dans la seule commune de Waïouya. Du côté de la province du Bam, le phénomène connaît une réduction grâce à l'engagement d'une bonne volonté d'origine norvégienne. À l'étranger, des milliers de femmes ont marché ce samedi contre le président investi des États-Unis. Les marches anti-Trump ont été organisées dans plusieurs pays d'Europe à l'initiative de ces marches des collectifs féministes qui contestent la politique du nouveau président américain. Bonsoir et merci de nous suivre. Cela dit, le Premier ministre était ce samedi matin dans les locaux du centre d'incubation de Ouagadougou. Paul Kabatseba est allé constater le travail qui est fait pour répondre à l'épineuse question d'emploi des jeunes. Le centre d'incubation de Ouagadougou dispose de petites unités de formation professionnelle au profit des jeunes qui veulent se lancer dans divers métiers. Le point de la visite avec Pawadrogo Jean Zongo et Maxime Zongo. Permettre aux bénéficiaires d'acquérir des compétences nécessaires à la conduite de leurs activités économiques et à leur insertion socio-professionnelle, voilà l'ambition de ce centre. Objectif, stimuler le développement des micro-entreprises dans le secteur manufacturier et des services. C'est au pas de charge que le chef du gouvernement a visité ce matin les différentes opportunités bientôt à la disposition des jeunes. C'est la meilleure réponse à l'emploi des jeunes. C'est la formation professionnelle. Et c'est ce qui se passe ici. C'est extraordinaire ce que j'ai vu. Ça, c'est vraiment au cœur de la politique du gouvernement. Pour cette première étape, près d'une vingtaine de métiers seront ouverts au public. Des formations qualifiantes de courte durée qui touchent à plusieurs secteurs. La durée de la formation, nous estimons ça entre 1 mois et 2 mois au maximum. Et pour tous les métiers que vous aurez constatés à l'intérieur ici, il y en a 19 sous-projets, et passant d'abord de l'agroalimentaire, la production, ou j'allais dire des emballages de tout ordre. Nous avons une section industrielle qui vous produit à peu près 4000 pointes par heure. Vous avez également une section de réparation de portables. Le centre qui bénéficie de l'accompagnement de la République de l'Inde a été officiellement remis aux autorités en novembre dernier. Il est localisé au centre d'évaluation et de formation professionnelle de Ouagadougou. De ce centre sortiront certainement des initiatives à l'image de celle de Pascal Pouya. C'est un jeune entrepreneur qui s'est lancé dans la production et la distribution du jus d'ananas. Comment est-il parvenu à créer et gérer sa propre entreprise dans un contexte où le marché est de plus en plus compétitif? Réponse à cette question dans ce reportage signé Moussa Ouedraogo et Vincent Tchenrebiougo. Il est jeune, ambitieux et entrepreneur. Pascal Pouya est à la gestion d'une société de production et de distribution de boissons, du jus d'ananas. Son unité de production est basée au Bénin pour être proche de sa matière première. Et la production alimente le marché burkinabé. Au début, ce n'était pas facile. Quand on est arrivé là-bas, en fait, la manière, les emballages et tout, c'était pas quand même bien. On a vu des usines qui fabriquaient des cartons. On a proposé une maquette, donc des informations avec nos numéros, tout. Tout est parti de cet homme, Souleymane Belemnaba, grand voyageur de son état, qui, une fois, est rentré avec l'idée de créer cette entreprise. Comme je voyais trop souvent sur Cotonou, je voyais trop de l'ananas. Et il y avait les gens qui le produisaient là-bas. Comme je suis un amateur d'ananas, ça m'a venu l'idée. Et je me suis dit pourquoi pas commercialiser ça. C'était en 2010, quand je partais là-bas. Et après des contacts avec des amis, c'est en 2011 qu'on a commencé à réaliser. Aussitôt, l'initiateur du projet a besoin d'un responsable compétent à qui confier la gestion de l'entreprise. Il fait appel à Pascal Pouya qui quitte ses études en droit pour être à la tête de la dizaine d'employés qui composent le personnel. Vite, il faut conquérir le marché. Avec le produit, on voit quand même
des grands boutiquiers qui sont au marché et on part, on rentre avec le produit. Souvent d'autres nous reçoivent, d'autres nous reçoivent pas. Donc ceux qui nous ont reçus, c'est pas pour la première fois, c'est pas le gars peut aller 3, 4, 5 fois. Et 5e fois, le gars voit que non, toi tu le déranges et puis il te prend, il dit ok, il faut amener 2 cartons, mais je ne vais pas vous payer. Il faut venir déposer et puis voilà, on va essayer de voir. Un réseau de clients est ainsi constitué avec les alimentations pour l'écoulement du produit. Aujourd'hui, la petite unité a déjà grandi. Avec un siège acquis à plus de 40 millions de francs CFA, Pascal Pouya pense à son extension car son jus d'ananas a du succès. Et la relocalisation de l'usine de production à Ouagadougou lui trotte toujours dans la tête. Un entrepreneur modèle, c'est aussi celui qui accepte de se conformer à la réglementation sur les impôts. Et c'est ce qui permettra à la Direction générale des impôts de parvenir à un recouvrement de plus de 720 milliards de francs CFA cette année. Pour y arriver, la Direction générale des impôts va mettre en œuvre ce qu'on appelle la facture normalisée. La rentrée fiscale de la DGI a eu lieu hier vendredi à Ouagadougou. Moussa Ouedraogo, Vincent Tchendrebigo. Rentrée fiscale deuxième du genre à la Direction générale des impôts, la DGI. Et pour les services des impôts, 2017, c'est l'année des grands défis. Plus de 720 milliards à recouvrer, soit plus de 50% du budget de l'État. Nous allons donc devoir recouvrer 126 milliards de plus qu'en 2016 pour atteindre notre objectif de 2017. Chaque mois, nous devrons être capables de recouvrer 10,5 milliards de plus que le même mois de l'année dernière. Autant dire que la tâche sera difficile, mais pas impossible. La facture normalisée, nouvelle trouvaille pour les services des impôts pour traquer les fraudeurs, obligation faite aux entreprises de présenter ce document à partir de février. L'obligation de délivrer ces factures normalisées débutera avec les contribuables du régime du réel normal d'imposition, c'est-à-dire les grandes et moyennes entreprises, celles qui ont un chiffre d'affaires supérieur à 50 millions de francs CFA hors taxe. Voici le spécimen du sticker qui sera désormais apposé sur ces factures. Les avantages sont partagés. Les entreprises sont ainsi protégées de la concurrence déloyale et l'État recouvre tout son dû. Sur les cas de fraude à l'interne des services, tolérance zéro selon les premiers responsables de la DGI qui appellent les agents publics à la loyauté et les acteurs du secteur privé au civisme fiscal. Autre point de l'actualité, la société minière Semafo est-elle devenue indésirable à Safane dans la Boukou du Mouhoun? Oui, est-on tenté de répondre au regard de la réaction de la population de cette localité vis-à-vis de cette société minière. Les habitants de Safane ont simplement barré la route principale pour empêcher les camions de Semafo de rallier la localité de Wona. Pourquoi un tel agissement? Élément de réponse dans ce reportage de Lassina Ouattara, Christophe Traoré et Karim Ouedraogo. Route barricadée par des troncs d'arbres, c'est le constat que nous avons fait à notre arrivée à Safane. Des camions de la société minière Semafo sont stationnés en pleine ville. Ainsi, la population de Safane entend exprimer son mécontentement sur l'état de la route qui traverse la ville. Ils ont pu gratter la route avec l'esprit d'arranger la route. Suite à ça, il y a eu de la poussière qui a mis la population mal à l'aise. C'est suite à ça maintenant ils sont sortis, ils ont barricadé la route qui ne passe plus. Donc nous trouvons une solution à tenir la poussière. Les autorités administratives, aussitôt avisées, ont tenu une réunion de crise avec les deux parties pour trouver des solutions. Depuis que Semafo passe, on n'a jamais eu un incident entre nous. Ça même c'est parce qu'ils veulent réparer la voie qu'ils ont la bonne intention seulement dans la mesure où, après le premier passage, le rechargement de la voie n'a pas suivi immédiatement. Parce qu'il n'y a pas eu assez de communication. Quand on est venu faire les travaux avant-hier, le 17, donc la population a cru que c'était fini. Le blocage des camions dans la commune de Safane n'entrave pas les travaux de la journée selon Jacques Jombré. Mais il souhaite que ce genre d'incidents ne surviennent plus. La société s'engage à arroser cette partie de la route en attendant le remblayage.
L'ambassade de France offre du matériel à l'École nationale des sous-officiers de gendarmerie de Bobo-Dioulasso. La cérémonie de remise du don est intervenue hier vendredi. Des anciens combattants ont également reçu du soutien de la part de l'ambassade de France. Des anciens combattants qui ont saisi l'occasion pour soumettre leurs préoccupations à l'ambassadeur de la France au Burkina Faso. Plus de précisions avec Mané Kayen, Sirik Milogo et Kadou Romenki. Xavier Lapère de Cabane à l'École nationale des sous-officiers de gendarmerie. Le visiteur du jour apporte comme appui matériel à cette école de formation des GPS, des menottes et des bâtons d'entraînement. De plus en plus, le maintien de l'ordre est très complexe sur le terrain. Et pour ce faire, il faut que les élèves qui sortent de l'école soient très bien formés et être à mesure de faire face à toutes les situations qui vont se présenter sur le terrain. Après l'École nationale des sous-officiers de gendarmerie, l'ambassadeur s'est rendu à l'Institut français. Ici, il est venu les mains chargées de vivre au profit des anciens combattants. La reconnaissance de la France à votre égard sera toujours insuffisante. Quand bien même nous faisons tous les efforts possibles pour que vous puissiez toucher vos pensions telles que le droit les prévoit, au-delà de ce que prévoit la loi, nous aurons toujours une dette envers vous. C'est la première fois que nous recevons un ambassadeur à Bobo. Il est venu nous rendre visite, écouter nos doléances et il nous a fait un don de vivres. Le paiement dépend chaque fin d'année, la première pension, il faut aller toucher à Ouagadougou. Or, les gens sont fatigués, ils ne peuvent pas faire le déplacement. Donc on a tout noté sur une bout de papier, on a mis sous pli, on les a remis. Comme doléance, les anciens combattants souhaitent la réalisation d'un dépôt pharmaceutique, la revalorisation de leur pension et la possibilité de se faire payer sur place à Bobo-Dioulasso. Cap à présent sur Fada dans la région de l'Est pour parler de lutte contre la faim. L'association Nourrir sans détruire en a fait son principal objectif dans cette région du Burkina Faso. Elle a procédé au lancement de nouveaux projets en vue d'améliorer la situation alimentaire et nutritionnelle dans une centaine de villages de cette région. Ce projet va aussi permettre un meilleur accès à l'eau dans l'Est du Burkina Faso et dans le nord du Ghana voisin. Plus de précisions avec Aimé Douamba et Mahamati Ouedraogo. L'association Nourrir sans détruire, ANSD, et son partenaire américain Grand Swell International lancent officiellement un nouveau projet pour assurer l'accès durable à l'eau et permettre aux populations rurales de participer pleinement à l'exécution de leurs activités socio-économiques au Burkina Faso et au Ghana. ANSD entend ainsi contribuer à l'amélioration des conditions de vie des personnes vulnérables à travers ce projet dénommé « Renforcer la résilience par l'amélioration de l'accès à l'eau dans ces deux pays ». Nous accompagnons les communautés sur la question de promouvoir l'agroécologie et pouvoir améliorer le système de production et rendre les ménages beaucoup plus résilients. Donc il y aura des endroits où il faut mettre des forages en place, d'autres endroits où ce sont des puits maraîchers qu'il faut faire. La ressource en eau est mal répartie, donc ça fait partie de la vision de Helvetas que de travailler pour un meilleur équilibre et une meilleure répartition de la richesse que représente l'eau au bénéfice des différentes populations. Le représentant du ministre de l'Eau et de l'Assainissement réaffirme la disponibilité du gouvernement burkinabé à accompagner le projet dans la réalisation de ses activités. Au regard du nombre de Burkinabés de la région, souffrant du manque d'eau pour la boisson et de la forte contribution de l'eau pour les activités agricoles et pastorales, il est tout important de saluer cette initiative. Nous devrons ensemble veiller scrupuleusement à faire en sorte d'éviter tout blocage qui pourrait contrarier la mise en œuvre du projet. Ce projet viendra au secours des populations de plus de 100 villages dans 3 communes de la région de l'Est, que sont Tipga, Bilanga et Gaïri d'ici à 2019.
On repart à Bobo-Dioulasso où le comité interprofessionnel de l'Anacards du Burkina Faso a fait le bilan de ces 2 années d'activité. Ce bilan a été fait à l'endroit des acteurs de la filière Anacards et il en ressort que des avancées ont été enregistrées, permettant ainsi à la filière de sortir de l'ornière. Ce fut aussi un cadre pour les 2 parties d'échanger sur les voies et moyens d'aborder la saison 2017. On fait le point avec Drissa Traoré et Karim Sissi. 2 ans après sa mise en œuvre, le comité interprofessionnel de l'ANACAD du Burkina, CIAB, fait ici le point de ses activités. Des dires de sa présidente, le CIAB a pu réaliser plusieurs activités tendant à contribuer à la promotion de la filière ANACAD et à l'épanouissement de ses membres. Nous avons fait du lobbying et nous avons fait du renforcement de capacités et pour les acteurs, production, commercialisation et même transformation. Nous avons reçu même des équipements au niveau des transformateurs par le cadre intégré renforcé et nous avons effectué des missions, des tournées de sensibilisation à l'intérieur du pays. Un bilan jugé satisfaisant par les partenaires techniques et financiers. Des partenaires qui n'ont pas manqué de réaffirmer leur engagement auprès du CIAB. Alors pour le 2017, nous allons poursuivre cet appui conformément aux résultats que nous-mêmes nous recherchons. D'abord, avoir une interprofession bien structurée, bien organisée. Deuxièmement, former les acteurs, notamment les transformateurs, dans le sens de pouvoir avoir des productions de qualité. Le CIAB s'est vu renforcé au cours de cette rencontre avec l'adhésion des commerçants et exportateurs de l'Anacard. Du sang neuf qui, selon Minata Kone, va apporter un autre souffle à la filière Anacard au Burkina Faso. Actualité dans le monde de l'éducation et nous partons dans la région du Nord, précisément à Ouayouguia pour faire ce constat. Une vingtaine de classes sous période dénombrées dans la seule commune de Ouayouguia. Naturellement, c'est une situation qui ne favorise pas une éducation de qualité au profit des élèves. Fort heureusement, le conseil communal a décidé de prendre le problème à bras le corps en attendant bien sûr la réaction du gouvernement pour mettre fin aux écoles sous période dans cette commune. Irénée Kabouré, Alidou Alain Savadougou. Des établissements sous paillote, il en existe toujours dans la commune de Ouayouguia. À Toïsen, tout comme à Balango, les élèves prennent les cours sous des hangars construits pour pallier ce manque d'infrastructures. Comme vous pouvez le constater, les conditions d'apprentissage ne sont pas du tout réunies pour garantir aux élèves un meilleur encadrement. Même vous voyez, l'état des classes, il n'y a pas de latrine, rien, pas d'accompagnement comme ça. Depuis l'ouverture, nous avons reçu que 20 tableaux de l'État. Nous sommes au CM1, ça fait 5 ans, avec des retards accumulés. Nous sommes exposés, il n'y a pas de fenêtre. En ce temps de fraîcheur-là, vraiment c'est un peu difficile. Vu cette situation, les élèves sont obligés de faire face aux intempéries, ce qui n'est pas sans conséquence sur leur état de santé et aussi sur leur éducation. Si les élèves sont dans ces conditions, l'enfant est obligé d'abord de mener un combat contre le froid et avant de suivre le maître, ce qui n'est pas évident. Et le maître aussi, quand il arrive, il brave vraiment tous les intempéries et il se retrouve dans la classe et il n'est pas sécurisé, ça pose un problème. Les enseignants invitent donc le gouvernement burkinabé à concrétiser sa promesse de construction d'infrastructures scolaires afin de booster l'éducation dans la commune de Ouayouguia. C'est juste lancer un appel en tout cas aux autorités pour que en fait les paroles, les promesses qu'on avance là, que cela se concrétise en actes au bénéfice de l'éducation. Ce n'est qu'à ce prix-là que nous allons atteindre une qualité de l'éducation. Sans infrastructure, la qualité de l'éducation sera un vain mot. Quant au conseil communal, il s'est engagé à doter la commune des infrastructures scolaires pour désengorger les classes dont les effectifs sont élevés. Nous prévoyons la construction de 3 écoles et au niveau du poste primaire, nous avons validé aussi la construction de 3 CJ pour la commune de Ouayouguia et la construction d'un lycée municipal. Aujourd'hui, la commune de Ouayouguia compte environ une trentaine de classes sous paillote. Pour un meilleur encadrement pédagogique des futurs leaders, l'État devra se pencher sérieusement sur la question
afin de doter nos établissements d'un cadre idéal d'études. Et c'est aussi la résolution de ce genre de situation qui permettra certainement au gouvernement burkinabé d'atteindre l'objectif éducation pour tous. Pour y arriver, le gouvernement peut compter sur le soutien de ses partenaires et des bonnes volontés. Et au nom de ces bonnes volontés, il y a Pertor Teksum, c'est un entrepreneur norvégien. Depuis 2007, il s'est lancé dans la transformation des écoles Supayot en complexe scolaire dans la province du BAM. Pour David Bambara et Draman Dadzi. Des écoles Supayot transformées en complexe scolaire. L'œuvre est du Norvégien Pertor Teksum. Il est arrivé ici à Yimire en janvier 2015. Il m'a trouvé effectivement sous le hangar là, avec ces mêmes élèves. Ces jours-là, il était un peu touché. Il a trouvé que les enfants, il y avait beaucoup de vent et en plus il y a du froid aussi. Des écoles Teksum, on en dénombre 9 dans la province du BAM. La première a été construite en 2007 et le standing reste le même. 3 salles de classe équipées de panneaux solaires et des tables bancs, un fourrage, 2 blocs latrines, un dispositif de lave-mains et 3 logements d'enseignants. Des commodités pour favoriser l'apprentissage aux tout petits. Teksum vraiment est une personne exceptionnelle et quand il a eu l'idée vraiment de financer sa première visite au Burkina, on a quand même rencontré le gouvernement et pour savoir là où il y a réellement le besoin réel. Et il y a 10 ans, le besoin réel c'était au BAM. Et quand Teksum a commencé, donc il y a eu vraiment un attachement. Et le BAM désormais, c'est comme sa famille d'origine. Ses enfants, c'est comme il dit, il n'a pas d'enfants, mais ses enfants, tous du BAM sont ses enfants. Comme il dit, tant qu'il vit, il va continuer à supporter vraiment les enfants du BAM. Les travaux du 10e complexe scolaire sont actuellement en cours dans le village de Dougouré et son inauguration attendue en octobre 2017. À ce jour, 1686 élèves du BAM fréquentent les écoles Teksum. Et dans chacun de ces établissements, il y a un gouvernement scolaire, comme ici à Vousnangou. Nous tenons des conseils des ministres chaque mercredi. Et chaque ministre dit ce qu'il a fait. Et chaque ministre dit ce qu'il a fait. Et ce qu'on doit faire dans la semaine. Vous-même, vous remarquez que l'école est bien organisée, c'est propre. Et les enseignants ne font que les suivre et puis les appuyer. Ce sont les élèves qui prennent leurs responsabilités, ils tiennent leurs conseils chaque mercredi et ils rendent compte aux enseignants. La discipline et le travail sont des rigueurs. 100% d'admis au certificat d'études primaires dans la plupart des écoles Teksum qui ont présenté des candidats l'année dernière au CEP. Des résultats obtenus grâce à l'engagement des différents acteurs. Plan Burkina chargé de la mise en œuvre du projet Teksum, la population locale et l'État, tous signataires du protocole d'accord de collaboration. Point de l'actualité et nous parlons à présent des MGF, les mutilations génitales féminines. C'est un phénomène contre lequel le Burkina Faso s'est engagé à mener la lutte et parmi les stratégies de lutte contre les MGF au Burkina Faso, il y a la mise en œuvre de la résolution des Nations Unies sur l'élimination de cette pratique. L'ONG Voix de Femmes veille sur la mise en œuvre de cette résolution. Elle a organisé un atelier à Ouagadougou sur le sujet. Yacouba Gamene, Nathalie Sawadgo, Nabaloum. Elles sont des députés à l'Assemblée nationale, des épouses des membres du gouvernement, des partenaires techniques et financiers, des organisations de la société civile, bref, des acteurs clés de la lutte contre les mutilations génitales féminines. Leur vision, bouter les MJF hors du Burkina. Et cela passe par l'appropriation des résolutions adoptées par l'Assemblée générale des Nations unies sur l'interdiction mondiale des MJF. Notre pays a joué un rôle prépondérant de leadership dans le processus d'adoption. Donc, avec les organisations partenaires qui ont accompagné le processus, on a dit qu'il fallait que les acteurs s'en approprient. Parce que le tout n'est pas de faire adopter une résolution, mais il faut la mettre en œuvre.
Des efforts sont consentis par le gouvernement d'Iralor Zongo, mais la pratique de l'excision semble avoir la peau dure dans certaines localités du Burkina. Mais elle rassure que la lutte sera sans faille. C'est l'occasion pour revisiter ce document, pour échanger les expériences et ensemble, nous allons pouvoir sortir avec des actions concrètes, des propositions concrètes sur comment nous pensons vraiment et bouter hors du Burkina Faso les mutilations génitales féminines. Nous n'allons pas avoir de répit tant que nous n'arriverons pas à MGF 0 au Burkina Faso. Cet atelier est une opportunité pour ces acteurs de la lutte contre les MJF au Burkina d'analyser le chemin parcouru mais aussi formuler des recommandations pour être au rendez-vous de la tolérance zéro au MJF. Atteindre l'objectif à zéro mutilation génitale féminine au Burkina Faso, la tâche semble encore lourde pour les acteurs de lutte contre ce phénomène. Malgré la sensibilisation et la répression, la pratique a la peau dure dans plusieurs localités du Burkina Faso. Et c'est le cas dans la province du San-Matenga où beaucoup de filles continuent d'être victimes des mutilations génitales féminines. Des journalistes en ont fait le constat sur le terrain, parmi eux Amadou Ilboudo et Nathalie Sawadgo Nabaloum. Le regard innocent, ces 3 petites filles âgées de 5 à 6 ans sont loin de savoir ce qui arrive à leur vie. Excisées, elles éprouvent des difficultés pour faire leurs besoins. Accompagnées, elles sont venues dans ce centre de santé primaire au secteur 1 de Kaya pour y subir un dépistage. La première, c'était une fillette de 6 ans. On avait une excision de type 2. Donc lors de l'accouchement, probablement il va falloir faire une épisiotomie pour que l'enfant puisse passer. Sinon on risque d'avoir des déchirures importantes. Pour la deuxième également, là aussi c'est une excision de type D avec un accolement et un débit de kéloïde. Là aussi il va nécessiter une réparation. La troisième également c'est une de 5 ans aussi. Là aussi c'est type 2. Et puis là-bas, il y a un accolement très important. Il va falloir une réparation. Et pourtant, dans cette province du San-Matenga, qui regorge tristement un nombre accru d'exciseuses, 162 villages ont déclaré publiquement avoir abandonné l'excision. Il y a des postes de résistance. Des postes de résistance, pourquoi selon les investigations que nous avons menées, il ressort que ces résistances-là sont dues premièrement à la pression sociale. Et d'autre part, nous avons approché certaines personnes qui ont parlé de la religion. Contrairement à Ramesma et à Mané où la presse a pu se rendre, ces 2 villages ont déclaré avoir abandonné l'excision en 2014. Effectivement, autorités coutumières, religieuses et administratives, tous s'accordent sur le fait que depuis la déclaration faite, l'on n'a jamais enregistré encore de cas d'excision. Depuis que je suis là, nous n'avons pas encore une seule fois eu à avoir des déclarations à notre service des cas de pratique d'excision. Mais à 2 reprises, on a eu des alertes. La Direction régionale de l'action sociale, avec l'appui technique et financier de l'INFPA et de l'UNICEF, a identifié des acteurs terrains afin de mieux sensibiliser la population pour l'éradication de ce fléau. Depuis notre formation, je rencontre régulièrement des femmes pour des séances de sensibilisation. Je suis pour l'éradication de l'excision car avant on était dans l'ignorance totale, mais maintenant on connaît les inconvénients. Des efforts encourageants dont l'INFPA se réjouit et promet renouveler son accompagnement. Les résultats que nous avons engagés en termes d'acquis et ainsi de suite, que ce soit l'application de la loi, que ce soit les programmes et politiques qui ont été donc mis en œuvre ou renforcés, que ce soit l'offre de services en matière donc de réparation des séquelles de l'excision, en matière de prise en charge psychologique, que ce soit les engagements communautaires, il y a toujours des défis à relever. Je suis prêt à Dieu, je pense que nous aurons une 3e phase du programme conjoint UNFPA et UNICEF grâce aux efforts qui sont faits sur le terrain. L'excision à la peau dure dans certaines zones du Burkina, ce qui commande de redoubler d'efforts à tous les échelons de la lutte en vue de son éradication définitive.
En bref, les actualités de la Coupe d'Afrique des Nations Gabon 2017. Cet après-midi, le premier match a opposé le Ghana au Mali. Un match qui a connu la victoire du Ghana par le score d'1-0. 1-0, c'est également le résultat du match à Égypte-Ouganda en faveur des Égyptiens. Demain, vous pourrez suivre les oppositions Cameroun-Gabon à 19h et Guinée-Bissau-Burkina à Libreville à 19h également, cette fois-ci à Franceville. Bonne chance donc aux étalons. En actualité, hors du Burkina Faso, Yaya Jammeh a embarqué ce samedi dans l'avion du président Alpha Condé de la Guinée. C'est peut-être l'épilogue de la crise politique en Gambie. Hier vendredi, Yaya Jammeh a accepté de quitter le pouvoir après une négociation de la dernière chance, une négociation menée par les présidents guinéens et mauritaniens. La situation politique en Gambie semble se normaliser avec l'annonce cette nuit de Yaya Jammeh. L'ancien président a indiqué son intention de quitter le pouvoir. Il pourrait même quitter le pays après l'avoir dirigé pendant plus de 20 ans. Une décision prise sur fond de pression exercée par les dirigeants politiques de la région. Les présidents mauritaniens et guinéens ont mené vendredi une ultime médiation pour contraindre Yaya Jammeh de céder le pouvoir, ce qu'il a donc annoncé dans la nuit. Je crois en l'importance du dialogue et en la capacité des Africains de trouver des solutions par eux-mêmes, a-t-il dit. C'est fort de cette conviction que j'ai décidé aujourd'hui, en toute conscience, de quitter la direction de ce grand pays. La question est maintenant de savoir où le désormais ex-président gambien va s'installer. Certaines sources évoquent un exil au Maroc, en Guinée, voire au Qatar. Mais à l'instar de cet homme, certains Gambiens souhaitent que Yaya Jammeh soit jugé. Il faut qu'il soit poursuivi par la Cour pénale internationale, précise même cet homme, qu'il soit jugé et qu'il aille en prison. Yaya Jammeh a perdu l'élection présidentielle du 1er décembre, mais il a refusé de reconnaître sa défaite. Le scrutin a été remporté par Adama Barrow. Aux États-Unis, à peine investi, Donald Trump fait face à des contestations. Des scènes de manifestation contre le nouveau locataire de la Maison-Blanche ont eu lieu ce samedi dans plusieurs pays de l'Europe. Ces marches ont été organisées par des collectifs féministes qui contestent la politique du nouveau président des États-Unis. En Europe, des milliers de personnes sont descendues dans la rue pour afficher leur colère contre les propos et les projets du président Trump, le pendant de la marche des femmes organisée aux États-Unis. Les défilés ont rassemblé des publics hétérogènes, défenseurs des droits des femmes spécifiquement, mais plus généralement militants des droits humains, comme ici, dans la capitale britannique, Londres. Nous sommes ici pour dénoncer la haine et la division que Donald Trump a introduit dans la politique, explique la responsable du Parti pour l'égalité des femmes. Nous sommes ici pour marcher contre une xénophobie montante dans notre pays aussi. Nous sommes ici pour marcher contre la normalisation du racisme, de la misogynie et du sexisme. Dans la capitale allemande, Berlin, les protestataires se sont retrouvés devant la porte de Brandebourg. Certains ont scandé des slogans appelant à la bienveillance à l'égard des immigrés. Je crains que nous perdions nombre de nos droits, commente cette Américaine vivant en Allemagne. J'ai peur pour la démocratie dans mon pays. Mais dans le même temps, j'ai de l'espoir car il y a tant de gens qui se soulèvent et participent à ces manifestations. À Paris, les opposants à Trump se sont rassemblés au Trocadéro. En Europe, il y a aussi eu des manifestations en Hongrie, à Budapest ou encore en Suisse, à Genève. Des mobilisations ont aussi eu lieu dans l'hémisphère sud, avec des défilés en Australie, à Sydney et Melbourne, et en Nouvelle-Zélande, à Wellington et Auckland. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée de samedi en compagnie de la RTV.